Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Avant toute chose, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier les organisateurs de ce colloque, et tout particulièrement Olivia Puel pour avoir rendu possible la tenue de cet événement, malgré les difficiles circonstances actuelles. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer l'enjeu qu'a pu représenter le bâti médiéval dans la quête de reconnaissance des architectes de province dans la France du second XIXe siècle. Le cas, offert par la dynastie des architectes d'Auvergne, est d'une rare exemplarité, et leur démarche vis-à-vis de la préservation de monuments historiques médiévaux, ainsi que l'énergie qu'ils déployèrent dans ce champ particulier de leur activité, leur apportèrent plus d'un enjeu de conquête professionnelle. Nous traiterons ainsi du contexte qui poussa le cabinet d'Auvergne à s'imposer auprès de la Commission des monuments historiques, qui avait pourtant pris le réflexe de concentrer ses travaux en un petit nombre de mains et pour les destiner prioritairement à des hommes qui lui étaient attachés. Et nous verrons que ces premières passes d'armes constituèrent le moyen d'étoffer le catalogue ainsi que les réseaux de clientèle de cette famille très active. Le cabinet créé par Alfred d'Auvergne en 1851, puis repris par son fils aîné Henri en 1884, procède d'un schéma tout à fait classique de progression dans la carrière d'architecte du XIXe siècle. Tous deux furent formés à l'école des Beaux-Arts de Paris, animèrent de concert la vie de leur agence et obtinrent la reconnaissance officielle du Second Empire et de la Troisième République. Point crucial de leur carrière, le père et le fils parvinrent à se transmettre, entre autres responsabilités, la charge d'architecte départemental de l'Indre, sans interruption, entre 1850 et 1917. Soit qu'il s'agisse de commandes publiques, religieuses ou laïques, voire privées, l'architecte départemental se trouvait à un carrefour institutionnel, administratif et mondain, qui en faisait un personnage incontournable pour la production architecturale des provinces françaises, mais dont le rôle est désormais un peu oublié. Surtout, point qui nous intéressera plus particulièrement aujourd'hui, les prérogatives d'un architecte départemental, soumis à l'aval de plusieurs instances, conseils ou commissions, le mettaient en rapport direct avec les principaux architectes théoriciens et restaurateurs contemporains, et lui conféraient ainsi un statut particulier aux yeux des édiles locaux qui furent autant de commanditaires potentiels. Cette activité officielle leur permit de diriger plus de 1900 chantiers dans l'Indre et les amena à répondre à une rare variété de programmes. La liste de ceux que les d'Auvergne ont mis en œuvre est impressionnante et correspond à des commandes très normées, mais à travers cette masse, le bâti médiéval auquel ils furent confrontés concerne principalement des lieux de culte, des châteaux, voire des exploitations agricoles. La carte de répartition de leurs interventions illustre le rayonnement relativement homogène de leur action à travers ce département, répartis entre leur agence installée à Châteauroux et leur domaine familial situé aux Franches d'Argenton-sur-Creuse. Ainsi, non contents d'être industrieux, les d'Auvergne furent en capacité de diffuser largement une production cohérente et systématique. Pour ce faire, ils s'inspirèrent notamment des exemples médiévaux locaux qui étaient les seuls, avant l'émergence de cette dynastie, à conférer quelque unité architecturale savante à ce territoire, ancienne subdivision du Berry, et à laquelle la Révolution française avait conféré une soudaine autonomie. Toutefois, malgré ce que laisse à penser l'ampleur de leur action, l'inscription de ce cabinet dans le patrimoine local commença par une querelle de service avec la Commission des monuments historiques. Les premiers échanges du cabinet d'Auvergne avec les agents des monuments historiques remontent pour ainsi dire à sa création. La commune de Déols, située au nord de Châteauroux, aujourd'hui plus connue pour son aéroport, était alors dominée par un clocher, dernier vestige des 7 tours d'une ancienne abbaye clunisienne, dont la déconstruction avait été initiée durant la seconde moitié du XVIIIe siècle et accélérée après la Révolution de 1789. Depuis 1837 et le passage de Ludovic Vitet, la Commission des monuments historiques, aiguillonnée par Prosper Mérimée, avait eu à cœur de sauver ces vestiges de la ruine. En 1850, un projet de restauration avait été livré par Jules de Mérindol, l'architecte des monuments historiques en charge du département de l'Indre, mais n'avait pas connu de mise à exécution, puisque l'État n'avait encore accordé aucun subside. Aussi, dès 1851, c'est-à-dire quasi immédiatement après qu'Alfred d'Auvergne fut nommé architecte départemental, le conseil municipal de Déols faisait appel à lui afin de livrer un nouveau devis en espérant que ce recommandé des services préfectoraux lui permettrait de consolider plus rapidement les bases du clocher. Bien conscient que la commune disposait de peu de ressources, se cantonna à projeter le dégagement des abords du monument, ainsi qu'une reprise de maçonnerie aux principaux points de faiblesse de la structure.
Programme frugal dont la retenue tranche par rapport au reste de la carrière de d'Auvergne. Cette initiative locale fut accueillie froidement par la commission, qui rappela qu'une étude préalable avait abouti à un devis moindre, mais qui, surtout, fit valoir que celle-ci émanait d'un architecte attaché à son service, quand d'Auvergne ne lui était pas, je cite, connu. Même si le préfet de l'Indre persista à faire valoir l'expertise de son architecte pendant des mois, le statu quo l'emporta une nouvelle fois. Les ruines du clocher ainsi qu'une portion de la nef encore en élévation furent classées en 1862, mais il fallut attendre 1873 pour qu'une campagne de travaux n'advienne. Quelques semaines auparavant, d'Auvergne avait rendu un rapport sur l'ancienne église paroissiale Saint-Martin d'Ardentes, autre monument religieux jugé digne d'intérêt par la commission. Cette fois, l'église était encore en usage et l'enjeu principal qui entourait sa possible restauration, outre sa consolidation, résidait davantage dans la lutte contre l'humidité galopante que subissait l'édifice, construit pour ainsi dire au pied de la rivière Indre. Pour ce faire, l'architecte proposa notamment de retrouver le niveau de sol originel de l'édifice en notant une moyenne d'1 mètre de terre et de limon que les crues successives de l'Indre avaient déposé dans la nef de l'église. De plus, il envisageait de faire creuser différents canaux et drains au nu des murs afin d'en assainir les fondations. Si Adéole d'Auvergne s'était borné à temporiser, il se fit ambitieux à Ardentes. La perspective d'obtenir un secours financier de la part du ministère des Cultes permettait de dépasser les seules réparations de confortement pour projeter des travaux d'agrandissement. Il paraît que l'architecte était bien conscient que la commission s'attachait tout particulièrement à la recherche de monuments types. Et, à l'instar des restaurations définies par Viollet-le-Duc, d'Auvergne voulut conférer une unité stylistique inattaquable à cette petite église romane en détruisant le clocher qui lui avait été accolé au XVIIIe siècle pour le remplacer par un autre dans le style néo-roman. Ce projet, qui, s'il avait été uniquement soumis au Conseil des bâtiments civils, aurait encore pu être instruit en ce début de Second Empire, ne pouvait espérer passer les fourches codines de la Commission des monuments historiques sans encombre. En effet, l'église Saint-Martin n'offrait pas suffisamment d'ampleur pour que l'on puisse se permettre de dépenses somptuaires. Et c'est pourquoi Mérimée eut beau jeu de faire un rappel de doctrine. Les efforts et les moyens de la commission devaient aller en priorité à des édifices phares qui soient susceptibles de fixer des références chronologiques incontestables. Encore une fois, d'Auvergne n'était pas lié à la commission, ce qui ne pouvait manquer de le desservir pour pousser ses dossiers. Par ailleurs, en ne lui accordant pas de satisfait kit, celle-ci pouvait renvoyer le départemental dans la cohorte des architectes locaux qu'elle jugeait coutumièrement incapables d'appréhender les principes restaurateurs qu'elle préconisait. Or, comme nous l'avons vu, sa charge et sa vocation d'architecte local destinaient assez naturellement d'Auvergne à croiser la route des différents agents des monuments historiques, voire du diocèse de Bourges. Cette situation pouvait rapidement osciller entre la cohabitation pacifique, où chacun des acteurs étant bien conscient de ses prérogatives se serait gardé d'empiéter sur celles de ses confrères, ou sombrer dans la compétition la plus acharnée. S'il serait un peu difficile de décrire fidèlement cet aspect dans le cadre de cette présentation, néanmoins je vous invite à considérer que le jeune d'Auvergne, devant se faire une place dans les esprits comme dans la commande, ne rechigna pas à être mis en concurrence avec ses confrères parisiens, et notamment avec Jules de Mérindol, auquel il fut régulièrement préféré par les édiles locaux. Cette situation paraît avoir culminé avec l'église paroissiale de Saint-Marcel. Une ancienne église priorale construite entre les XIIe et XIIIe siècles, qui était d'une envergure trop importante pour les finances municipales et rencontrait de très graves problèmes structurels. Le mur sud de son chœur était lézardé d'une demi-douzaine de coups de sabre qui avaient forcé à condamner l'accès à toute cette partie de l'édifice. À l'été 1859, la commune déposa une demande de classement et l'architecte Mérindol, encore lui, travailla à un devis. Il mit près de 2 ans à l'établir, et après qu'il l'eut soumis à la commission, celle-ci le lui renvoya avec des demandes d'approfondissement. Requête à laquelle l'architecte refusa de se conformer. L'impasse avait duré 5 ans, sans que la moindre réparation fût appliquée à l'église, où le jour perçait désormais à travers les fissures et les décellements de son mur de soutènement sud. Contraint à l'attente par l'inertie de la commission, le conseil de fabrique et l'archevêque de Bourges, à bout de patience, finirent par demander au serviable Alfred d'Auvergne de procéder à l'énumération et l'évaluation des travaux confortatifs à apporter à l'édifice, et ainsi pousser à l'intervention. Celui-ci, sans que la commission ne lui eût rien demandé, rendit son rapport le 28 décembre 1863, où,
Diplomate, il précisait ne considérer l'église que sous l'angle de son usage paroissial. Ce faisant, il tentait de se ménager une légitimité d'action auprès d'un édifice qui, après tout, n'était pas encore de l'apanage de la seule commission, puisque l'église de Saint-Marcel ne serait classée qu'en 1875. Pour l'architecte Castelroussin, outre les défauts structurels du mur sud, il fallait procéder à la reprise totale de la charpente en croupe, qui recouvrait la partie absidiale de l'église depuis le XVe siècle. Même si elle avait déjà fait l'objet d'une intervention une vingtaine d'années auparavant, celle-ci était advenue néanmoins trop tardivement pour enrayer la fragilisation de l'ensemble. Dauvergne préconisa de rétablir les combles autonomes de chacune des absidioles et de rationaliser le réseau de charpente de la croisée du transept. Piqué au vif, la commission réagit cette fois avec célérité. Denis d'Arcy fut dépêché sur place au printemps 64 pour remplacer le récalcitrant Mérindol et obtint de commencer la restauration avant la fin de l'année. Son intense campagne de travaux dura jusqu'en 1869. Or, si l'on considère les deux projets, hormis la surprenante idée esquissée par Dauvergne d'araser les combles de la chapelle de Chamenet, située au nord, pour la remplacer par un toit-terrasse, il s'avère que les deux praticiens aboutissaient au même constat. Des différences existent évidemment. Le pignon dessiné par Dauvergne devait être orné d'une rosace, quand D'Arcy préféra deux baies géminées. Le Castelroussin prévoyait d'achever la tourelle d'escalier avec un pavillon octogone, quand on préféra finalement lui conserver un plan carré moins onéreux. Enfin, distinction la plus importante, tous deux s'accordaient à trouver la toiture en tuiles trop lourde et dangereuse pour la pérennité des absides, mais D'Arcy décida de les couvrir avec des dalles en pierre de Volvic, emploi historique attesté localement avec l'exemple de l'abbatiale de Méobec, quand son confrère s'était borné à proposer une couverture en ardoise un tantinet anachronique. Il semble que ce petit jeu de différences est moins le fait de doctrines irréconciliables qu'il ne résulte d'horizons d'attente asymétriques. En effet, hormis quelques dizaines de chantiers, la carrière d'Alfred Dauvergne fut corsetée par la valeur d'usage. Il prit ainsi précocement l'habitude de réduire les dépenses en allant au plus efficace et en préférant les solutions mesurées. Les quelques réflexes ornementaux, pour ne pas dire ornemanistes, auxquels il cédait ici, depuis le couronnement de la tourelle d'escalier en passant par la rosace et jusqu'à la balustrade, dénotent effectivement d'une tendance à l'embellissement, mais ne trahissent nullement une incompétence technique. Denis d'Arcy, fort de l'appréciation de la commission, pouvait en outre espérer un volant budgétaire plus ample, voire une plus grande compréhension en cas de dépassement des devis initiaux. Ce qui explique qu'il se soit dès l'origine senti autorisé à employer l'onéreuse mais pérenne pierre de Volvic, quand Dauvergne retenait l'ardoise par souci d'économie et de praticité, tout en la sachant anachronique. C'est bien cet horizon pragmatique qui alimenta les critiques des agents de la commission, pour lesquels un architecte comme Dauvergne se compromettait en se satisfaisant trop aisément de pis-aller constructif. Et cette réputation lui demeura attachée jusqu'à son dernier chantier de restauration, mené entre 1873 et 1879 pour la collégiale Saint-Sylvain de Levroux, puisque avant de lui confier pourtant le chantier, Émile Boeswillwald le jugeait incapable de faire une restauration convenable. Si ce jugement irrévocable n'était évidemment pas totalement immérité, il n'en demeure pas moins qu'il résulte également d'une certaine mauvaise foi de la part de ses détracteurs. Pour preuve, le cas de l'ancienne abbatiale Saint-Genoux, où Mérindol était déjà intervenu vers 1848 afin d'en consolider la façade principale. L'église romane avait perdu sa nef au XVIIe siècle sur la volonté de son abbé commendataire. Elle n'en conserve depuis lors que son chœur et ses deux chapelles latérales. Or, cet édifice atypique fut la source principale des critiques formulées par les membres de la commission à l'encontre d'Alfred Dauvergne. En cause, la construction d'une sacristie contre le collatéral sud du chœur, et sans en avoir le fin mot sur ses reproches, cette adjonction se voyait principalement opposée à un mauvais emplacement, qui contrevenait à l'unité des façades extérieures et du chevet en moyen appareil, mais également, on lui reprochait le mauvais crépi qui la recouvrait. À peine 5 années après sa construction, il était déjà envisagé de la détruire, et D'Arcy, encore lui, proposait de la faire glisser sur le mur en opus incertum du transept sud. En l'occurrence, ces critiques légitimes n'en demeurent pas moins matinées d'une indéniable mauvaise foi. L'emplacement de cette sacristie, évidemment épineux, puisqu'il s'agit aujourd'hui de la seule excroissance de l'ensemble, était celui qui avait retenu Mérindol en 48, mais qu'il n'avait pu construire faute de budget. En outre, la sacristie initialement projetée devait adopter un plan en abside qui s'accordait mal avec son installation au droit d'un long mur de chœur.
En ce qui concerne le crépi, l'état actuel de l'église n'en témoigne plus, mais elle avait commencé à en être revêtue dès 48, et d'Auvergne s'était contenté de s'inscrire dans cette tendance. Il faisait ici les frais de son appétit pour les églises historiques. Ses dernières incursions dans le précaré des monuments historiques furent battues en brèche de plein droit, puisqu'il avait accepté, cette fois, d'intervenir sur un édifice dûment classé et qui, par conséquent, devait normalement lui échapper entièrement. Mais on l'aura compris, le champ de la restauration ne fut pas le fer de lance du cabinet d'Auvergne. Les quelques déconvenus qu'il éprouva en se plaçant sur la voie de la commission se justifièrent à chaque fois par un réflexe de serviabilité. L'architecte Castelroussin dépendait trop des commandes communales pour refuser de se rendre utile auprès des édiles locaux, malgré la perspective d'un investissement peu rémunérateur et chronophage. Par ailleurs, d'Auvergne avait su se confectionner un monopole tel qu'il en devint indubitablement l'un des plus fins connaisseurs de l'architecture locale. Les édifices anciens sur lesquels il eut l'occasion d'intervenir alimentaient naturellement sa production. Et pour faire accepter un projet de reconstruction d'église par un conseil de fabrique, il lui était d'autant plus aisé de multiplier les citations puisées auprès des exemples historiques les plus communément partagés. Nous pourrions multiplier les cas d'études, mais je me bornerai aujourd'hui à un exemple très symptomatique puisque c'est celui qui aura parcouru le plus de distance. Vers 1872, les Balzans, prospères familles d'industriels du drap qui avaient fait construire leur nouvelle usine par le cabinet d'Auvergne, lui passèrent une nouvelle commande. L'architecte devait construire une église ex nihilo dans le fief historique de ses commanditaires, à la Gamasse, dans l'arrière-pays montpelliérain. Plutôt que de se conformer au style méridional, sûrement dans le but de renforcer l'éclat de l'évergétisme et de la réussite familiale de ses commanditaires, il obtint de construire une de ces énièmes églises néo-romanes, mais à 380 km du Berry. Et, cette vue le montre bien, cet édifice, au plan type par ailleurs éminemment normé, est agrémenté de morceaux d'architecture berrichonne, dont l'exemple le plus symptomatique est incarné par le réemploi du motif d'arcature aveugle placé en attique au chevet de l'édifice. Citation empruntée entre autres aux églises de Saint-Genoux et de Saint-Martin d'Ardentes. Ici s'esquisse peut-être le véritable calcul qui motiva l'investissement d'Alfred d'Auvergne sur le front patrimonial. Pour cet élève de l'atelier Blouet, partisan du premier rationalisme architectural, le monument historique incarnait un objet d'expertise précieux pour asseoir son image d'artiste, diplômé et compétent. En cela, il nourrissait les revendications de sa profession vis-à-vis du corps des ingénieurs et prenait la reconnaissance d'un statut particulier. Or, à cet égard, voir ces préconisations reprises par les instances nationales et obtenir d'intervenir sur des édifices classés concourait à lui conférer une position incontestable et un ascendant sur ses concurrents directs. Cet architecte, prompt à mettre de côté ses principes esthétiques, correspond à ceux que Viollet-le-Duc appelait les fantaisistes spéculateurs, et pour lesquels peu importait le parti pris à appliquer du moment que c'était celui de leurs clients. Les réalisations sont donc on ne peut plus aux antipodes de la ligne archéologique prônée par les architectes des monuments historiques. À l'instar du château de l'Allienne, grand manoir du XVIIIe siècle que d'Auvergne castellisa selon la fantaisie de son commanditaire, sans aucune considération de concordance historique et, pour tout dire, sans réelle considération de convenance, puisqu'il n'eut aucun scrupule à placer sur le même plan une orangerie à gauche de la photographie et la chapelle du château à droite, pour conserver un semblant de symétrie à l'ensemble. Toutefois, le cabinet qui avait commencé à se faire connaître au début du Second Empire par sa propension à céder à ce néogothique de courtoisie, observa une reconversion assez profonde vers une approche plus archéologique à l'horizon de la décennie 70. Ce revirement peut certainement être justifié par une affirmation plus personnelle de l'architecte, mais il était également certain que sa clientèle devenait plus consciente des débats architecturaux du temps, et nombre de ses commanditaires le renvoyaient désormais aux écrits de Viollet-le-Duc, citant à la page près son dictionnaire, ou qui référait aux gravures d'ouvrages de vulgarisation par le jeu d'une émulation que d'Auvergne entretint savamment. Le contact des édifices historiques nourrit la maturation du répertoire formel de l'architecte. Ainsi, la restauration du château du Parc, fief de la famille Balzan à Châteauroux, est sans commune mesure avec son chantier de l'Allienne. Ce faisant, il sacrifia même le pittoresque originel du bâtiment, qu'il recherchait pourtant avec tant d'insistance quelques années auparavant, pour lui préférer la valeur d'usage et lui conférer une cohérence archétypale. Surtout, ce mûrissement de la ligne du cabinet, la gravité nouvelle de son catalogue, lui assurèrent un accès à des commanditaires non moins fortunés que les précédents, mais d'autant plus soucieux de prouver leur érudition et leur sensibilité patrimoniale. Cette évolution latente culmina vers 1883, peu avant le décès d'Alfred d'Auvergne, avec le chantier de reconstruction du château de Lancôme.
Édifice qui remontait au XIVe siècle, mais qui avait fait l'objet de transformations assez profondes au XVIIIe, avec le doublement en profondeur de son logis. Travaux qui avaient conduit à rétrécir la cour d'honneur qui n'était plus suffisamment aérée et dont les proportions mesquines étaient jugées indignes de l'ampleur effective du bâtiment. Dès 1850, son nouveau propriétaire, Louis Crombé, financier, bourgmestre de Tournai et député belge, chercha à corriger cette situation avant de finalement se résoudre à faire reconstruire son château presque intégralement entre 1881 et 1884. Il estima que cette décision draconienne lui imposait d'autant plus d'observer une déontologie scrupuleuse. Aussi, tout en procédant à l'agrandissement du château et à sa rationalisation, le cabinet d'Auvergne tenta de lui conférer une distribution en adéquation avec son ancrage médiéval et s'ingénia également à lui faire recouvrer une esthétique plus historique, sans pour autant masquer ses inventions. L'effet de cette démarche passe par les parements appliqués aux façades avec lesquels l'architecte s'ingénia à différencier les sections anciennes conservées des parties créées au risque d'appuyer son effet ad nauseam. Malgré la pertinence de ces derniers chantiers, le cabinet d'Auvergne, témoin privilégié de l'état de conservation des édifices médiévaux de l'ouest du Berry, pâtit aujourd'hui d'une réputation de fossoyeur de monuments médiévaux. Et pour cause, sa montée en puissance s'accompagna de plus d'une trentaine de destructions d'églises anciennes qui, à l'instant, furent remplacées par des édifices relevant d'une production en série. Ce qui, une fois énoncé, ne doit pas pour autant laisser penser à une insensibilité consommée, mais ne saurait cacher un appât du gain indéniable. Nombre de restaurations potentielles furent rapidement découragées par des d'Auvergne, aiguillonnés par les honoraires plus lucratifs d'une reconstruction. Malgré cette posture opportuniste, la destruction participait alors régulièrement au financement des chantiers et, bien souvent, la reconstruction s'avérait proportionnellement moins dispendieuse qu'une restauration alors aisément considérée comme superfétatoire eu égard à la modestie des églises concernées. En outre, une commune pouvait déjà difficilement se permettre de gérer un édifice cultuel pour que la perspective d'en entretenir deux en même temps devienne de l'ordre de l'impensable. Enfin, la moindre appétence d'Henri d'Auvergne pour la restauration procède d'une inflexion généralisable à l'ensemble de sa profession, comme en attestent les écrits contemporains, entre autres auteurs, de Jules Gadet. Durant le dernier quart du siècle, les architectes tenants des beaux-arts furent encouragés à construire et non plus à se satisfaire de restaurations qui ne pouvaient manquer, disait-on, de brider leur liberté d'expression. Ce glissement explique ainsi qu'Alfred d'Auvergne ait pu trouver pertinent de restaurer à la marge l'église composite de Reuilly en 1850 et que son fils, 40 années après, puisse prôner sans ciller sa reconstruction complète sans qu'aucun changement majeur dans la conservation générale de l'édifice ne soit advenu. Heureusement, ce projet demeura une arlésienne jusqu'en 1914 et n'aboutit jamais. Ce désintérêt relatif vis-à-vis des monuments anciens aurait pu passer pour un simple revirement de goût s'il n'avait également coïncidé avec une âpreté au gain accrue par l'augmentation de la concurrence à partir de 1890. Cette quête de rentabilité confina même à une dangereuse désinvolture quand, en 1897, Henri d'Auvergne accepta de procéder à la création d'une flèche en pierre au sommet du clocher de l'église Saint-Germain de la Châtre. Imprudemment, l'architecte avait accepté de procéder au surhaussement du clocher avant que la municipalité n'eût financé la restauration de son massif du XIIe siècle, qui trahissait pourtant quelques signes de fatigue. Or, l'église séculaire ne supporta pas la charge supplémentaire et s'écroula 8 jours à peine après que l'on eut ôté l'échafaudage. L'architecte n'avait pas péché par manque de connaissances, mais bien par inconséquence. La voracité avait définitivement primé sur le pragmatisme dont témoignait le cabinet d'Auvergne durant les décennies précédentes. Et, pour avoir sciemment ignoré les signes avant-coureurs de la catastrophe, Henri d'Auvergne en fut quitte pour financer la reconstruction du clocher et des 2 travées de la nef qu'il avait emportées dans sa chute. Cette erreur obéra la fin de sa carrière, puisqu'il en paya les conséquences jusqu'à la veille de la guerre de 14-18. Cet épilogue peu enthousiasmant, les valeurs historiques et esthétiques offertes par le bâti médiéval justifièrent l'investissement du cabinet d'Auvergne, qui, en s'attachant à le préserver ou à le reproduire, s'inscrivait sciemment en continuateur d'une tradition constructrice et en revendiquait sa part de légitimité. Cette recherche est à l'origine des incursions, voire de l'opposition de ces architectes face aux prérogatives d'une commission des monuments historiques qu'ils abordèrent invariablement en garant des intérêts communaux. Mais la réputation de sérieux et de sensibilité artistique qu'Alfred d'Auvergne avait acquise après quelques escarmouches avec la commission, son fils ne parvint ou ne voulut pas la perpétuer.
Bien que l'on ne puisse nier l'intérêt de ces deux hommes vis-à-vis du patrimoine local qu'il leur incombait d'entretenir, leurs éventuelles inclinations pesèrent bien peu face aux budgets contraints qui leur furent alloués et ne purent contrevenir à la tentation offerte par de lucratifs chantiers de reconstruction. Et, bon gré mal gré, les destructions qu'ils présentaient comme un crève-cœur en 1860 étaient devenues un moindre mal institutionnalisé à la fin du siècle. Cette démarche, rien moins qu'ambiguë, n'était donc pas tant désintéressée que voulurent le reconnaître les d'Auvergne, mais ne fut néanmoins jamais aussi bassement calculatrice que ne l'ont prétendu leurs concurrents. En cela, le cas d'étude offert par cette dynastie est tout à fait révélateur de l'esprit du temps, où la déférence historique s'apparenta très fréquemment à un plaidoyer pro domo, à une posture. Mais, à travers ces eaux glacées d'un calcul égoïste, affleuraient également les gages, parfois brouillons, d'une génération d'architectes soucieux de transcender leurs pratiques quotidiennes en puisant dans l'art de la référence le matériau d'un récit plus riche. Je vous remercie pour votre attention.